Donc, une toute dernière session de présentation orale. Donc, on va essayer de bien respecter le timing parce qu'il y aura le mot de clôture à 12h30. Donc, il y a des gens qui ont des transports en commun. Donc, on va essayer de respecter le timing. Donc, la première présentation, c'est Virginie Vergniaud de Lozure qui va nous parler d'une étude hydrogéologique qui a été réalisée dans le secteur du Coglais, donc dans le nord-est de l'île-et-Vilaine. Okay. C'est bon. Donc oui, je vais vous parler en fait des drains du Coglais, qui est une ressource en eau de haut du bassin rennais, qui alimente la ville de Rennes. Donc la ville de Rennes est alimentée par deux ressources en eau de surface, la Chescanu et la Outrance, mais a aussi des captages d'eau souterrain autour de Fougères, 40 km de Rennes, qu'on appelle les drains du Coglais. C'est la principale ressource en eau souterraine pour la collectivité, ça représente 15%, et même à l'échelle du département, c'est 6% de l'alimentation en eau potable de la collectivité. Ce territoire aussi des drains du Coglais est dans une démarche participative avec la mise en place du label Terre de Source pour valoriser des pratiques agricoles qui protègent l'environnement. Alors le contexte de l'étude, les drains du Coglais, ce sont en fait des structures maçonnées. En fin des années 1800, les premières études, la première réalisation, c'est 1890. Donc les drains ont été mis dans les bassins versants parallèlement aux ruisseaux, dans les talwegs, à une profondeur de 4 à 6 mètres. Et alors, parallèlement au ruisseau, mais vous voyez, là, vous avez le drain en noir et le ruisseau en bleu. Donc, il passe quelquefois d'un côté ou de l'autre, toujours en profondeur. Donc, il y a des buses qui sont mises en place à certains endroits. Et donc, avec des blocs de granit mis les uns sur les autres. Et on dispose de regards tout le long du drain, tous les 100-150 mètres, qui permettent d'accéder à l'ouvrage. Donc on dit les drains, il y a 13 drains, voilà les bassins versants sur la Minette et la Loisance, 2 cours d'eau, sur une géologie relativement homogène qui est du granit, et avec un suivi, vous voyez, depuis les années 80, des concentrations en nitrate à l'exutoire du drain. Vous avez aussi là les hivers pluvieux ou les étés caniculaires pour voir un peu l'influence. Et puis, comme on retrouve sur beaucoup de suivis des concentrations en nitrate, une augmentation dans les années 90, fin 90, puis une diminution et actuellement une stabilisation. Et l'ensemble des études jusqu'à présent ont été faites à cette échelle-là, donc à l'échelle de l'ensemble des drains, donc avec une mesure qui est à peu près là. Et la question de haut du bassin rennais, c'est on met en place ce programme Terre de Source, un certain nombre d'actions à l'échelle, les mêmes à l'échelle de tous les drains. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'affiner un peu plus les actions? Donc la première chose qu'on a regardé, c'est est-ce que effectivement ces concentrations en nitrate qu'on a sur le drain à l'exutoire, c'est vraiment les mêmes dans tous les drains. Et donc on a une base de données qui est assez impressionnante. C'est suivi depuis les années 80 à l'exutoire de chaque drain de façon mensuelle, puis de façon hebdomadaire. Et on a même quasiment depuis les années 2000, de façon hebdomadaire aussi, les concentrations en nitrate des ruisseaux le long desquels les drains sont positionnés. Donc vous avez là 3 exemples de drains, le 2, le 4 et c'est le 10. Et donc vous voyez en bleu clair les concentrations dans le ruisseau et en bleu foncé les concentrations en sortie du drain attenant. Et donc vous voyez qu'en fait, on a quand même des comportements qui ne sont pas similaires sur chaque drain, avec le drain 2, un ruisseau qui a tendance à la concentration en nitrate à la diminution, alors que le drain reste stable. Sur le drain 4, plutôt des concentrations qui restent stables, mais avec une différence entre le drain et le ruisseau. Et par contre, sur le drain 10, peut-être une légère tendance à l'augmentation, et puis surtout des concentrations entre le ruisseau et le drain qui sont assez similaires. Donc la base de données disponible, ce que je disais, depuis 1983, fréquence mensuelle, puis hebdomadaire depuis le 2013, nitrate dans le ruisseau depuis 1997 à la fréquence mensuelle. Depuis 2015, on a aussi les concentrations en nitrate dans chaque regard, c'est-à-dire qu'on a là, le long du drain, les concentrations en nitrate de façon bisannuelle, l'évolution. Donc vous voyez aussi que le drain 4, on a une forte concentration en amont du drain
qui diminue le long du drain, alors que le drain 2, c'est l'inverse. On a plutôt avec une zone très claire d'augmentation des concentrations en nitrate. Donc à nouveau, des comportements drain par drain qui ne semblent pas se révéler. Et on a les débits sur 3 sorties, sur 3 drains, le 1, 2, 3. Les questions qu'on s'est posées, c'est quelle est l'origine de l'eau qui alimente ces drains? Et peut-on considérer ces drains, pendant longtemps, étaient plutôt considérés un peu comme une eau de surface, même s'ils sont à 4 ou 6 mètres de profondeur, ou est-ce que ce sont plutôt vraiment des drains d'eau souterraine et de l'eau souterraine? Donc, la première étude qui a été faite, c'est une relation pluie-débit, donc avec un diagramme de corrélation. Est-ce que, quand il pleut, le débit du drain réagit ou pas? Et on l'a comparé donc, à celui du Couesnon, donc, qui est la rivière du coin, et où on voit bien, là, vous voyez que dès qu'il y a une pluie, en fait, le jour même ou le lendemain, le débit du Couesnon réagit à la pluie, ce qui n'est pas du tout le cas des drains, où vous voyez, ils réagissent très très peu à la pluie. Donc ça a été un premier indice pour nous dire que statistiquement, cette absence de réponse à un événement pluvieux indiquait plutôt une ressource en eau souterraine. On a aussi regardé par rapport à la base de données que l'on avait, les concentrations en nitrate, donc en rouge dans le drain, en bleu dans la rivière, dans le ruisseau Attenon pour le drain 2 et le drain 4, les concentrations en nitrate et l'évolution interannuelle. Et donc on voit bien que sur les drains, la variabilité à l'intérieur de l'année des concentrations en nitrate est beaucoup plus faible que la variabilité qu'on peut observer dans le ruisseau. Ce qui nous montre là au score, ce qui nous donne des indices que les concentrations en nitrate sont bien plus tamponnées dans les drains que dans le ruisseau, même si on observe de légères variations saisonnières. Si on regarde vraiment à l'intérieur d'une année, on voit bien que les nitrates sont un peu plus forts en étiage qu'en période de haute eau. Donc, un stage de M2 a été mis en place l'an dernier. C'est le stage de Simon. Voilà, on est en Bretagne, donc avec le parapluie. Et donc, sur cette question, quelle est l'origine de l'eau du drain et quelles sont les relations entre la nappe, la rivière et ce drain, donc à partir d'éléments majeurs et traces, des isotopes stables de l'eau et du radon. Donc, les résultats sur le drain 2, donc là, vous avez l'isotope stable de l'oxygène, de l'eau, en fonction des chlorures et avec l'ensemble des points prélevés. Donc, vous avez en rouge les différents regards du drain, en carré des puits sur le bassin versant et en bleu la rivière. Et donc, on montre clairement un pôle plutôt eau souterraine où les points du drain sont dans la même gamme que ce qu'on observe dans les forages aux alentours, et un pôle ruisseau qui est lui clairement distinct. Donc, ce qui nous donne vraiment l'idée de l'alimentation du drain par la nappe de versant ou par l'amont, avec quand même, si on regarde plus précisément, quelques points que j'avais cachés tout à l'heure, qui se situent entre les deux pôles et qui sont en fait des points très localisés en lien avec des aménagements anthropiques. Sur le drain 4, on voit là un schéma qui est un peu moins clair avec le drain toujours en rouge ici, les différents regards, les eaux souterraines qui sont ici, ça c'est une autre partie du drain qui arrive sur le côté, et les rivières au milieu, et c'est le fameux drain où on a des concentrations en nitrate très élevées à l'amont, puis qui diminuent au fur et à mesure. On voit aussi que les variations de nitrate dans la rivière sont beaucoup plus élevées que ce qu'il y a dans le drain. Donc on peut pas. La première idée, c'est de se dire ok, c'est la rivière qui dilue le drain au fur et à mesure. Je vous passe sur les différentes hypothèses qu'on a faites, mais en fait, c'est pas le fonctionnement qu'on imagine. Surtout que dans la rivière, on a des valeurs en radon assez élevées qui indiquent qu'en fait, le schéma de fonctionnement, c'est que la rivière et le drain sont alimentés par la même nappe. Donc pour conclure, sur ces drains, on a étudié donc principalement 2 drains. On n'a fait qu'une campagne pour l'instant en haute eau, en basse eau, on l'a fait au printemps dernier. Et on va aller plus loin et refaire la campagne là, du coup en haute eau pour vérifier que ce fonctionnement, il va être le même dans les 2 cas de figure. Mais le but, c'est de vraiment apporter sur les 13 drains de la collectivité ou du bassin rennais des outils pour mieux comprendre d'où vient l'eau et donc pour eux de mieux gérer là où les actions doivent être mises en place derrière pour la préservation de cette ressource en eau. Merci. Merci Virginie pour cette présentation. On va
juste passer la frontière administrative et passer du côté de la Mayenne. Donc une présentation d'Alexis Robert du département de la Mayenne qui va nous parler de valorisation des eaux souterraines en domaine de socle à l'échelle des départements. Voilà. Merci. Donc voilà, je vais vous présenter quelques actions en lien avec les eaux souterraines et le changement climatique en Mayenne. Donc très rapidement, je vais vous redresser l'état des lieux ou la situation départementale et puis je présenterai trois exemples d'actions. Donc je vous laisse prendre connaissance de la carte pour savoir où est la Mayenne, parce que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Et j'ai ajouté sur la carte de Mayenne Tourisme, en plus de la population, donc à peu près de 300 000 habitants, la population en bovins qui est de 550 000 UGB et 6 000 exploitations agricoles, ce qui n'est pas sans conséquence pour les besoins en eau. Donc sur l'eau potable, on distribue environ 22 millions de mètres cubes d'eau. Il y en a 13 à 14 pour les usages domestiques ou assimilés, petits artisans et autres. 5 millions pour les industriels, donc c'est une part très importante de l'eau potable, donc agroalimentaire. Et puis on estime à 3 à 4 millions pour l'élevage, sachant que l'élevage a besoin globalement de 10 millions de mètres cubes aussi sur des prélèvements privés. Il y a 3 millions pour l'irrigation et puis on a aussi beaucoup de questionnements sur les interceptions de flux par les surfaces en eau, en barrage sur cours d'eau. Alors en termes de ressources, donc vous avez à droite donc une carte géologique simplifiée de la Mayenne avec le brie auvergnat qui est le socle qui apparaît en vert, les plutons granitiques dans le nord et leur auréole de métamorphisme, et puis quelques synclinaux ou synclinoriums, en particulier celui de Laval, au centre. Donc on est entièrement sur le socle armoricain avec quelques petits bassins que j'appelle moi céno-pliocènes. Et la ressource principale pour l'eau potable, en tout cas, c'est la rivière Mayenne, qui représente 50% des volumes, avec une retenue de soutien d'étiage et qui représente 80% de l'irrigation qui est centrée dans le sud du département. Et on a des eaux superficielles sur lesquelles on attend de forts impacts du changement climatique, aussi bien quantitativement que qualitativement. Et les eaux souterraines, donc c'est 40% de l'eau potable à peu près, avec un peu moins de 80 captages, avec des ressources principales dans le granit et les calcaires paléozoïques. Et les eaux souterraines représentent par contre 75% de l'alimentation du bétail par des ouvrages privés. Donc sur les outils de planification dont on dispose, donc en particulier le schéma départemental qui a été validé en 2018, sur lesquels, sur les 4 volets du schéma, il y en a un qui est sur la préservation des ressources avec déjà une entrée changement climatique. Et on retrouve donc dans le détail de cet axe, donc 2 axes sur la partie gestion quantitative, avec d'une part les économies d'eau et d'autre part des questions autour de la gestion de l'étiage, qui est vraiment la période la plus critique. D'autre part, donc cas particulier, on est aussi porteur du SAGE Mayenne depuis la fin des années 90. Donc c'est un SAGE qui est sur 5 départements, mais qui est principalement en Mayenne, et puis c'est le SAGE qui concerne le plus le département, et donc cette rivière Mayenne qui est notre ressource en eau. Et dans ce cadre-là, donc on a engagé une démarche de gestion quantitative qu'on a appelée SAGE Mayenne au Cap 2050, donc qui vise à identifier l'ensemble des besoins, les bassins en tension et les questions de partage de la ressource entre les usagers. Vous avez ce petit bloc diagramme dont l'auteur est dans la salle, qui représente l'ensemble des échanges entre les différents pôles de prélèvement et les différents pôles d'usage. Donc, premier exemple sur les démarches préventives que porte le département, éventuellement en lien avec le SAGE. Donc, tout d'abord, les programmes d'économie d'eau assez classiques pour l'ensemble des usagers, que ce soit le grand public, les collectivités industrielles et autres. Et puis un autre programme qui est peut-être un peu plus original, qu'on a appelé Infiltro, qui vise à favoriser l'infiltration dans les nappes, d'une part en zone urbaine par la désimperméabilisation et la gestion intégrée des eaux pluviales, mais aussi en zone agricole. Le sujet a été évoqué un petit peu tout à l'heure, sur arriver à maintenir des sols en bon état de fonctionnement pour limiter l'érosion et faciliter la réalimentation des nappes qui va être impactée par le changement climatique. Donc, autre exemple
particulier, donc c'est la réinjection d'eau d'exorde de carrière. Donc c'est maintenant un projet qui est assez ancien, hein, qui a vu le jour il y a plus de 10 ans, que j'ai déjà présenté à de nombreuses reprises. Donc c'était dans le cadre d'un renouvellement d'autorisation d'un carrier où il y a eu une inquiétude sur l'impact de l'approfondissement de la carrière sur le captage. Et la solution qui a finalement été retenue, donc, c'est de réinjecter une part des eaux d'exorde de la carrière. C'est dans le Cambrien, il y a des très gros débits d'exorde. Donc il y a une part du débit qui est réinjectée dans une petite carrière à l'amont du captage et qui représente environ 70 mètres cubes à peu près toute l'année et qui permet d'une part donc, de maintenir le niveau dans le captage et d'autre part, ce n'était pas le but, mais de diluer les nitrates puisque l'eau de réinjection a une plus faible teneur en nitrate que l'eau du captage. Voilà, donc on est en train de réfléchir à poursuivre une réflexion plus globale sur les possibilités des carrières en eau, voire des mines, comme ressources alternatives. Et enfin, des exemples plus classiques de recherche en eau, avec une approche peut-être un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement faire des recherches en eau par rapport à des nouveaux besoins, sachant que la population est très stable, mais plutôt on va faire des recherches en eau pour essayer d'être moins dépendant aux eaux de surface et en particulier moins dépendant à la rivière Mayenne. Et donc les zones qui sont sur la carte du département correspondent à celles qu'on a identifiées comme prioritaires pour réduire notre dépendance aux eaux de surface. Et donc pour cela, j'ai indiqué, je peux peut-être le préciser quand même, que la Mayenne, qui est notre ressource principale, donc a un débit très très faible à l'étiage, puisqu'il est inférieur à 2 mètres cubes secondes pour un bassin qui fait plus de 4000 km². Et c'est une rivière navigable, donc qui est complètement artificialisée, avec des développements de phytoplancton et de cyano qui peuvent être très importants. Donc ça, le changement climatique ne va pas nous aider par rapport à ça. Donc on va chercher des eaux souterraines qui ne soient pas trop connectées aux eaux de surface, donc qui puissent représenter un potentiel de substitution à l'étiage sans impact sur les débits de cours d'eau. Et donc un exemple, vous aurez dans l'article étendu un deuxième exemple un peu plus classique qui concerne une recherche en eau avec un objectif de départ de substitution par rapport à une prise d'eau dans un lac, dans un étang, où on a des débits d'alimentation de cet étang qui sont très très faibles. Le QMNA représente 1/35 du module. Et donc forcément, il y a des gros problèmes à l'aval du plan d'eau. Et donc l'idée, c'était de substituer une partie de ce prélèvement en plan d'eau par un prélèvement dans les eaux souterraines. Donc on a trouvé une ressource assez proche de l'usine d'eau de surface, où on a fait un sondage qu'on a arrêté à 55 mètres parce qu'il y avait trop d'eau. Il y avait 200 mètres cubes au soufflage et la qualité d'eau, après 2 phases d'essai de pompage, est excellente puisqu'on n'a pas de nitrate et on n'a pas de métabolites de pesticides non plus. On est dans un environnement principalement de prairies et de forêts. Par contre, la ressource est assez limitée. Elle représente à peu près 100 000 mètres cubes par an, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'étaler sur l'année pour atteindre notre objectif de 30 mètres cubes de substitution. Par contre, on a simulé une exploitation à un débit de 35 mètres cubes, mais simplement sur 3 ou 4 mois pour passer la période d'étiage. Voilà, on a une bonne productivité instantanée, mais on n'a pas la ressource sur l'année. Donc voilà pour cet exemple un peu original. Et donc pour conclure, donc on n'a pas des très gros besoins en Mayenne, on est un petit département en termes de population, même en comptant les bovins, mais on n'est pas très riche en ressources non plus. Donc on se doit d'anticiper les questions de changement climatique et de raréfaction des ressources, en particulier à l'étiage. Donc on a de forts enjeux d'économie d'eau et d'anticipation de ces questions-là. Et on a identifié un rôle très important des sages. Le département est entièrement couvert par des sages sur ces questions de partage de la ressource. Et puis nous, en tant que département et avec l'agence technique, on essaye d'accompagner des collectivités pour avancer dans ce sens-là, en prenant bien en compte et en intégrant à la fois d'un point de vue préventif ou exploitation pour l'eau potable, en prenant en compte donc les eaux souterraines. Je vous remercie. Merci Alexis. Donc, c'est bien, il y a l'avance. Donc, Jean-Michel Schroeter, maintenant, du Bergem, veut nous présenter le projet Anaform, qui s'est déroulé à l'échelle de la Bretagne, hein, donc qui notamment a proposé
des nouvelles typologies d'aquifères en domaine de socle. Donc c'était une partie très intéressante du projet. Voilà, je te passe la parole. Bon, bonjour à tous et merci de m'avoir accueilli ici à un congrès d'hydrogéologie, moi qui suis le second géologue à faire une présentation. Donc je vais essayer d'aller assez vite parce que j'ai pas mal de slides. Vous allez en prendre peut-être 60 en 10 minutes, mais je veux tenir le challenge. Donc le projet s'appelle Anaphore et on va proposer des nouvelles typologies d'aquifères de socle qui ont été déclinées à une cartographie des zones potentiellement productrices au niveau du socle armoricain, enfin plutôt de la Bretagne, et dont l'agence de l'eau avait pour idée de les décliner en zone de sauvegarde pour le futur. Donc il y a une équipe pluridisciplinaire, hein, il y avait 3 géologues, 3 hydros, et il y avait aussi un géostatisticien, Bruno Tourlière, puis des partenaires financiers, l'agence de l'eau, l'ARS et la région Bretagne, et des partenaires techniques, dont les noms sont cités ici, qui sont les syndicats départementaux et les conseils départementaux. Hop. Ah. Voilà. Je ne peux pas commencer à parler de l'hydrogéologie sur le socle sans faire un rappel sur la géologie en fait, du massif armoricain. Donc si le pointeur marche, donc la géologie, voici un bloc diagramme du massif armoricain avec au nord tout ce qui est en violet et en mauve la chaîne cadomienne qui a fonctionné entre 700 et 520 millions d'années et qui est la collision en fait, d'un arc volcanique avec, on ne sait pas, peut-être une marge continentale, on ne sait pas très bien. Ensuite, il y a une phase d'extension au Paléozoïque, ce sont toutes les roches qui sont en marron, qui a créé des grands bassins avec à la base des schistes rouges qui sont très caractéristiques et qu'on retrouve souvent si vous venez sur Rennes dans les maisons, suivi par les formations du grès armoricain et une autre formation emblématique qui sont les schistes d'Angers, qui forment les toits d'ardoise en fait, d'une bonne partie des beaux monuments en fait, de l'ouest de la France. Enfin, à ça va se superposer une phase de compression. On reprend la compression, c'est la chaîne hercynienne qui va fonctionner entre 360 et 300 millions d'années et on va resserrer tout ça, refracturer et tout repissoter. On peut considérer, quand on regarde la carte géologique actuelle du massif armoricain, que l'ensemble du bâti est à peu près acquis. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est une phase tectonique qui arrive bien après. Et c'est que le massif armoricain, qui est entouré là-haut dans le petit cercle rouge, va subir l'ouverture en fait, de l'Atlantique Nord et la remontée de la plaque Afrique. Ça va créer une extension est-ouest avec l'injection en fait, de filons de dolérite. Et ensuite, on va recomprimer tout ça et le massif armoricain va rester un domaine émergé, va rester une île pendant tout le Mésozoïque. Donc voilà la carte du million. On voit la limite avec le bassin de Paris, là c'est le trait en noir. On voit tout le réseau de fracturation lié à la compression nord-sud et qui a créé une extension est-ouest. Dans l'extension est, on va s'injecter en fait des filons de dolérite. On voit bien qu'on était dans une période émergée puisque les filons de dolérite enregistrent en fait une phase d'altération avec l'altération que les géologues appellent en pelure d'oignon. Et on voit même cet enregistrement se faire au niveau des granites avec cette espèce de front chimique en fait, qui est la percolation en fait, des eaux de pluie dans le massif et qui vont l'altérer. Et donc ça va transformer les roches in situ. Un granit va devenir un sable ou une argile. Donc le massif armoricain est recouvert d'un immense manteau, en fait, latéritique, de latérite, de la transformation de toutes les roches. Hein. Vous voyez que c'est ce qui est en grisé dessus là. Ça a été défini en 1932 par un vieux géologue qui s'appelait Yves Mignon et qu'il avait appelé la maladie tertiaire, c'est-à-dire toutes les roches sont transformées. Et c'est un manteau latéritique qui a été reconstitué par Bruno Mougin qui a fait des présentations en début de colloque à travers le projet qui s'appelait Silure Bretagne. Donc l'hydrologie en fait de socle va, historiquement en Bretagne, on considérait qu'il n'y avait pas d'eau dans le massif armoricain et que tout était localisé au niveau des failles. Des développements en fait faits par des collègues du BRGM, Robert Wintz notamment, et puis un des développements sur la partie vraiment et la participation en fait du profil d'altération sur l'hydrologie a montré qu'en fait on avait un profil d'altération qui fait en moyenne 100 mètres de profondeur avec une partie meuble qui est marquée allotérite, une partie qui est solide mais dans laquelle les fractures sont tapissées d'oxyde de fer qui montre bien qu'il y a une circulation per descendum de l'eau vers le bas et au-dessus d'une partie plus ou moins saine. La partie vraiment altérite meuble a plutôt une fonction de capacitif, c'est-à-dire on va stocker de l'eau et ça va alimenter en profondeur la zone fissurée et parfois certaines fractures. Ça a plutôt une fonction capacitive mais aussi transmissive. Je ne suis pas hydro, alors je répète ce qu'on me dit. Donc sur le terrain, on arrive à faire
une cartographie des altérites, parce qu'il y a des faciès qui sont assez caractéristiques, avec en bas la zone fissurée. Ensuite, une zone à la limite entre les altérites meubles et l'horizon fissuré, qu'on appelle la zone feuilletée. Et au-dessus, parfois, des argiles, plutôt des argiles et des limons, parce que géotechniquement, en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même une grosse fraction limoneuse. Et au sommet de ce profil d'altération, comme on le retrouve par exemple sur les grands cratons comme l'Afrique ou alors l'Amérique du Sud, on a aussi une cuirasse de fer, c'est notamment elle qui a été exploitée dans la forêt de Pimpon. Le programme Silure avait plutôt travaillé sur la partie altéritique avec une spatialisation justement de la ressource en eau en fonction des différents types de roches. C'est la carte qui est là-haut. Plus on est bleu, plus a priori on a de chances d'avoir de l'eau dans les roches, et plus on va vers le rouge, moins il y en aura. Et on avait aussi mené un projet de recherche, le projet Caspar, c'est la thèse de Clément Roch, avec Géosciences Rennes, avec l'Osur, et on avait plutôt travaillé sur des failles. Donc, Quesaco Anaphore, Anaphore, on s'est dit, tiens, on connaît bien un système de failles, on connaît les altérites, mais qu'est-ce qu'il en est en fait des forages, de l'ensemble des forages productifs à l'essai du massif armoricain? Ça serait bien d'en faire une synthèse. Donc, on a fait une synthèse d'abord sur les données géologiques, sur les données hydrogéologiques, et on avait deux objectifs. Voir si en fait les forages, on pouvait les classer dans une typologie. Et enfin, pour répondre à la question qui nous a été posée par l'Agence de l'eau, essayer de voir si notre connaissance pour chaque forage qu'on avait classé en typologie, on pouvait le décliner en une cartographie. On cartographiait quelque part l'invisible. Donc le projet Anaphore, donc ça fait la combinaison en fait de l'aquifère d'altération, l'aquifère sur faille, et ça c'est la carte Silure sur laquelle on a créé une base de données d'environ 19 684 forages sur lesquels on avait les débits instantanés. Et on voit, en bleu, c'est les forages qui sont supérieurs à 44 mètres cubes. On voit que Silure, autant ça permettait de spatialiser l'information, autant ça ne répondait pas à tout, puisqu'on voyait des forages en bleu, là, a priori riches en eau, dans des secteurs que Silure interprétait plutôt... Alors, je n'ai pas dit que Silure, Bruno, était un mauvais travail, hein. Mais on venait en complément de cette spatialisation. Donc, on a essayé de sélectionner une centaine de forages, non sans mal. Récupérer les données, ça a été assez compliqué. C'est l'un des premiers résultats, c'est que pour au moins 100 forages, on a une base de données sur les actions qui ont été menées par les bureaux d'études lorsqu'ils ont fait des recherches en eau, et ça nous a permis de les réutiliser et pas de les réinvestir. Donc les géologues se sont promenés sur le terrain, ils avaient une journée à peine à faire sur un site, mais c'est déjà pas mal parce qu'ils ont fait en moyenne 10 affleurements par secteur, et ça permettait de mieux interpréter les données sur le terrain. Donc on a visité à peu près 384 affleurements là, sur les 3 ans. Et les hydros, eux, ils faisaient l'historique hydrogéologique du secteur, et en même temps, surtout, essayer de récupérer en fait, l'essai-tompage, plutôt longue durée, de façon à le retraiter par la méthode des dérivés. Donc on a fait des fiches en fait, pour chaque forage, avec une partie géologique, et une partie géologique avec la localisation, la description de l'ouvrage, la géologie du site vraiment immédiat, et une partie hydrogéologique avec la réinterprétation de l'essai de pompage. Donc ça a permis de faire un portrait robot en fait, du forage, avec les lithologies qui donnent déjà, les lithologies, c'est-à-dire dans quoi est implanté le forage, qui donne déjà une première typologie. Et puis les débits moyens, donc on a un débit moyen en fait qui serait de 85,7 sur l'ensemble, mais il y a des débits extraordinaires avec 375 mètres cubeurs. Bon, des plus petits à 14 mètres cubeurs, c'était des sources qui étaient positionnées stratégiquement et sur lesquelles on avait des informations. Sur les profondeurs, par exemple, la profondeur moyenne, c'était hauteur de 110 mètres, mais il y en a qui descendent quand même à 250 mètres, et effectivement des sources assez superficielles dont on savait que c'était des eaux souterraines. Donc des typologies aussi, c'est d'où vient l'eau en fait, donc une classification typologique des arrivées d'eau. Le nombre d'arrivées d'eau par forage, on voit très bien qu'il y a de 1 à 5 qui font quand même presque 50%. Et puis surtout, sur chaque site, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait à chaque fois une surface d'altération, plusieurs mêmes surfaces d'altération. Une minute, là je suis vraiment à la bourre. Donc ça a permis de faire un portrait robot, des affleurements qui nous ont permis de décrire en fait la cinématique et la tectonique du secteur. Alors là, on peut revenir sur celui-là. Avec des systèmes effondrés sur lesquels on voyait des halos d'altération et de l'eau qui suintait. 37 secondes, là on est vraiment mal. Voilà. Tout ça pour aboutir en fait à un modèle tectonique du massif armoricain
qui effectivement, on retrouve les fractures nord 150 avec des fractures nord-sud, et on s'apercevait que chaque forage était à l'intersection des deux. Donc ça permettait de proposer un modèle de déformation pour le massif armoricain, qui est là-haut. Le massif armoricain a bien enregistré en fait la compression nord-sud pyrénéenne. On voit apparaître, donc, comme sur un cylindre de roche qu'on a mis dans une presse, une déformation qui va générer ces fractures nord 150. Et dans certains secteurs, on voit qu'on a plutôt un gonflement, en fait, alors que dans d'autres secteurs, sur le massif, on voit plutôt qu'on a des petits bassins d'effondrement qui vont se fonder. Voilà les typologies. On va les défiler rapidement. Alors, d'un point de vue hydraulique, en fait, la réinterprétation des essais de pompage, ça a permis de faire une typologie pour les sangs, qui est au nombre de 5, avec un comportement souvent radial avec de la drainance, ou alors sur de la faille, des fois de la faille avec de la drainance, ou alors de la compartimentation, c'est-à-dire on est sur une faille et on étend. On s'est aperçu à notre grand étonnement qu'on avait beaucoup quand même de drainance. Voilà. Donc les statistiques ont permis de caractériser les failles, notamment avec les sources, de faire des statistiques, notamment sur une harmonisation aux 50 000 type silure, mais qui répondait là aussi pas à tout. Et ensuite, on a mis ça dans notre mixeur, une fois qu'on avait bien compris, et on a essayé de sortir une carte. Et donc, par exemple, pour une ZPP, on voit que la ZPP, la zone potentiellement productrice au niveau de Pimpon, c'est la limite entre les schistes rouges en vert et les grès armoricains en vert pâle, mais c'est aussi les failles. Et comme il nous fallait des limites qui n'existaient pas, mais qui ont une réalité physique et qui marchaient bien en fait avec les délimitations dans le socle en fait, que sont les bassins hydrogéologiques, on a pris les limites des bassins versants immédiats. Et voilà. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. On va appeler les 3 orateurs sur l'estrade pour juste 5 minutes de questions-réponses. Merci beaucoup. J'ai 2 questions. Ma première question, c'est pour la première présentation. J'ai vu que vous disiez que actuellement les taux de nitrate sont stables. Enfin, ce que je trouve un peu paradoxal, en tout cas dans notre contexte. En principe, avec l'activité humaine agricole, les taux de nitrate devraient augmenter. Donc, est-ce que je peux avoir une explication par rapport à ça? Ma deuxième question, c'est pour M. Alexis. Il parle de la gestion d'abattement des nitrates. Maintenant, je voudrais vraiment un peu savoir un peu plus comment, dans votre système de gestion ou bien le projet de gestion, comment vous voulez jouer sur l'abattement des nitrates. Merci. Okay. Donc, pour la baisse des concentrations de nitrate, si, enfin, en tout cas en Bretagne, on était monté tellement haut sur le socle armoricain que depuis les années 2000 et la prise de conscience de cet impact environnemental, on observe une baisse quand même de la pression azotée sur l'ensemble des champs qu'on retrouve dans les rivières et dans les eaux souterraines. Après, ce qu'on voit sur que nous, on s'attendait plutôt à ce que ça continue à baisser. Ce qu'on voit, c'est que plutôt ça se stabilise et qu'on a atteint une certaine limite, un nouvel équilibre en fait entre pratique agricole et concentration en nitrate, voilà, qu'on cherche maintenant à redécaler à nouveau. Mais non, la baisse, elle était attendue. Enfin, dans les années 2000, entre les années 2000 et fin des années 90 et début des années 2000, il y a vraiment de gros efforts qui ont été faits avec les politiques de l'eau pour améliorer les concentrations en nitrate. La deuxième question, c'était ? C'était une question aussi sur les nitrates. Donc, je pense qu'il y avait peut-être 2 questions. Il y a sur la partie développement des cyanos dans la Mayenne. Donc là, c'est des programmes plutôt régionaux sur la directive nitrate, par exemple, pour essayer de réduire les flux d'azote vers les milieux aquatiques.
Et il y a des objectifs d'usage en ce sens-là. Et puis sur l'exemple de forage que j'ai présenté, là, on est sur des recherches systématiquement de ressources dénitrifiées afin d'avoir une bonne qualité d'eau et puis aussi des mises en œuvre de périmètres de protection moins complexes. Je peux montrer des slides si vous voulez. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai peut-être juste dire un petit mot. Si, une autre question ? Si, j'ai une question pour Alexis, justement. En dernière diapositive, tu dis que vous portez de la recherche d'eau, vous avez votre agence technique départementale. Donc, quand je suis intervenu, j'ai justement exposé qu'on avait du mal en tant que département juridiquement à porter la recherche d'eau. Donc, sous quelle modalité, sous quel financement tu portes de la recherche d'eau, s'il te plaît? Donc là, on fait de l'AMO et on accompagne les collectivités pour engager les programmes de recherche. Et on les finance aussi par ailleurs en tant que département. Mais la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité eau potable. Bonjour, donc Alexandra Laurent, hydrogéologue en Normandie. J'avais deux questions. Une pour Virginie Vergniaud sur le... Oui, là c'est bon. Une question sur la Bretagne. Donc, est-ce qu'il y a un suivi piézométrique à faible profondeur et à des profondeurs plus élevées? Parce qu'est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une alimentation par des flux ascendants depuis le granit voilà. Est-ce que c'est une question qui a été posée? Et puis une question pour Jean-Michel. Est-ce que j'imagine qu'il y a du brie auvergnat en Bretagne? Est-ce qu'il y a des schistes plissés? Enfin voilà, je ne connais pas bien. Est-ce qu'il y a des schistes plissés et est-ce que ça a été pris en compte, notamment dans les schémas là, que tu as montrés sur les différents schémas conceptuels pour l'alimentation des forages? Est-ce que ça a été pris en compte et les phénomènes de drainance dans les plis des schistes brie auvergnats? Alors, sur la piézo, non, il n'y a pas de suivi. Il n'y a aucun piézomètre à proximité. Même les puits qu'on a trouvés sont assez loin. Et c'est effectivement une question, est-ce qu'il y a des remontées Donc ça fait partie de l'étude qu'on va mettre en place aussi, de voir comment on peut mettre en place des transects de piézomètres pour voir effectivement les différents niveaux. Mais à l'heure actuelle, non, il n'y a pas. S'il y a des schistes brie auvergnats plissés, oui. Il y a une typologie où il y a des schistes brie auvergnats qui sont pris en compte. C'est surtout sur ceux où il y a des alternances en fait importantes avec des grès et des argilites. Et on montre en fait, on s'est aperçu que le système de fracturation nord 150 et nord-sud, on le retrouve dans ce type de lithologie et que souvent en fait c'est porteur d'eau en fait. C'est porteur d'eau. C'est-à-dire qu'en fait il y a des forages qui sont très productifs là-dedans en fait. Et on l'a vérifié une fois par inadvertance avec Flora, on arrive sur une carrière, on tombe sur vraiment l'alternance de grès, on sort la boussole, on mesure, il y a un énorme plan en fait de fracture, tiens 150, on voit des plus petits, tiens le nord-sud, c'est rigolo. Et puis surtout on voit que tout ça en fait c'est tapissé de mousse en fait et que la mousse elle s'éteint progressivement, elle est vraiment localisée dans ce système-là. Donc ça, on s'est dit tiens, ça nous rappelle la typologie. Donc ça a permis de vraiment bien comprendre plein de secteurs dans lesquels, même dans des domaines de l'appliqué, hein, dans de l'aménagement, des gens qui avaient des secteurs où il y avait des infiltrations. Avec ce schéma-là, on arrive vraiment à mieux. Et à voir aussi que c'est des petits bassins d'effondrement de forme triangulaire et que souvent les forages sont dans ce secteur-là. On voit le décalage en fait de la base des altérites meubles et assez clairement. Et les phénomènes de drainance, c'est souvent soit les altérites, soit les alluvions. On est deux à devoir fuir pour reprendre les transports en commun. Donc on est désolé, on ne pourra pas assister au mot de clôture de M. Sabaro. Donc je me permettais juste de dire un petit mot en espérant que vous avez apprécié les présentations et les échanges et que vous êtes enrichis sur ces 3 jours de colloque. Je voulais aussi vous préciser que l'ensemble des documents, donc les présentations et les articles étendus pour lesquels on a eu des autorisations de diffusion ainsi qu'à la majorité seront mis à disposition. Et puis enfin, je voulais à nouveau remercier l'NCJ de l'ESMEGREG et en particulier donc, Alexis et Maëlys pour le travail qu'ils ont fourni pour l'organisation de ces 3 journées. Merci beaucoup.